J'ai grandi dans la pauvreté. Et quand je dis pauvre, c'est pauvre. J'étais sans abri. Mes parents m'avaient abandonné quand je n'étais qu'un enfant. Mon oncle avait réussi à m'élever lui-même, mais il est finalement mort quand j'avais à peine 13 ans. Je ne voulais pas être placée dans un foyer d'accueil. Et certainement pas dans un orphelinat. Alors j'ai décidé de m'enfuir. J'ai appris à vivre seule et j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'était difficile, très compliqué. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner, ainsi que d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer d'autres histoires folles. C'était difficile d'apprendre à survivre par mes propres moyens. Je n'avais que quelques biens et pas d'argent du tout. C'était aussi assez dangereux pour une jeune fille comme moi de vivre dans la rue. Mais j'ai appris à me défendre. Et très vite, j'ai fait partie d'une bande de sans-abri, et nous nous sommes tous occupés les uns des autres. J'étais intelligente, je savais comment manipuler les gens, et comment leur parler pour obtenir ce que je voulais. Mais la vie était vraiment dure. Je trouvais à peine assez de nourriture pour ne pas mourir de faim. Je vivais sous un pont, et parfois j'entendais les rats grouiller autour de moi. Quand j'étais jeune, de nombreuses personnes aimables m'offraient de la nourriture et de l'eau, et me donnaient de l'argent. Mais en vieillissant, les gens sont devenus de moins en moins généreux. Je suppose que c'est parce qu'ils pensaient que je suis assez âgée maintenant pour que je puisse gagner un peu d'argent. J'ai essayé de trouver un travail. J'ai vraiment essayé. Mais personne ne veut engager quelqu'un qui porte des vêtements en haillons, troués ou qui sente la poubelle. J'ai donc dû essayer de gagner de l'argent de différentes manières. D'accord. Maintenant, je n'aime pas parler de cette partie. Vous voyez, j'ai dû en quelque sorte enfreindre la loi. J'ai volé, je n'en suis pas fière, mais parfois, j'allais dans une épicerie ou un supermarché et je volais de la nourriture. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais affamée. Et si je ne volais pas cette nourriture, alors je mourrais. Mais là encore, voler n'est pas toujours la solution. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à me voler de beaux vêtements et du savon, et je me suis préparée pour mon premier entretien d'embauche. C'était dans cette énorme entreprise, et j'allais travailler comme assistante mal payée. Mais cela ne me dérangeait pas. Tant que je pouvais gagner assez d'argent pour m'en sortir, j'étais contente. Je me suis préparée pour mon premier entretien d'embauche. Je portais un pantalon long et une veste. Lorsque je suis entrée dans la pièce, j'avais tellement peur que l'employeur se rende compte que j'étais en fait une sans-abri déguisée. Mais il ne semblait pas se douter de quoi que ce soit. L'entretien s'est très bien passé. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient si j'obtenais le poste. Mais je n'avais pas de téléphone. Je leur ai donc demandé de m'envoyer un mail. Puis chaque soir, je me connectais à un ordinateur dans un cybercafé voisin, dont le propriétaire était un bon ami à moi. Il se fichait que je sois sans abri et me laissait utiliser l'ordinateur pour vérifier ma messagerie. Les jours ont passé et je n'ai pas reçu de mail. Je commençais à penser que je resterais sans abri pour toujours. Mais le 5e jour après l'entretien, j'ai reçu un mail de la société. Il disait « Félicitations, vous avez eu le poste. Veuillez vous présenter au bâtiment demain à 8 heures précises pour votre premier jour de travail. » J'étais tellement excitée. J'ai dit au propriétaire du cybercafé que j'avais obtenu le poste et nous nous sommes embrassés et nous avons sauté de joie. Puis je suis rentrée chez moi, ou plutôt dans la pile de carton que j'avais appelée chez moi. Et je l'ai dit à mes amis qui étaient aussi sans abri. Certains avaient l'air jaloux, mais beaucoup d'entre eux étaient si heureux pour moi. Enfin, j'allais gagner de l'argent. Le lendemain, je me suis préparée en portant les mêmes vêtements qu'avant et je me suis même assurée de me laver dans une rivière voisine pour ne pas sentir mauvais lors de mon premier jour de travail. J'ai marché jusqu'à l'immeuble car je n'avais pas de voiture et je ne pouvais pas me payer un ticket de bus. Alors j'étais un peu en sueur quand je suis arrivée. Mais le premier jour s'est bien passé. C'était vraiment facile. Tout ce que j'avais à faire était de remplir quelques feuilles de chiffres et de travailler en tant qu'assistante du patron. Imprimer des trucs, prendre un café, organiser des réunions, c'était aussi assez amusant. J'ai travaillé comme ça pendant quelques mois et les choses se sont bien passées. Mon patron était très gentil aussi et je pouvais dire qu'il était super riche. Le midi, tous les jours, il prenait une sorte de repas onéreux. Une fois, je l'ai vu manger un bol plein de caviar. Personne ne se doutait que j'étais sans abri. Pour eux, je n'étais qu'une assistante normale, avec une maison normale et une vie normale. Après un an d'économie, j'ai finalement obtenu assez d'argent pour me louer un petit logement. J'étais triste de devoir dire au revoir à mes amis sans abri. Mais j'étais aussi si heureuse de pouvoir vivre de façon indépendante et de gagner de l'argent. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Mais j'en voulais encore plus. Je voulais toujours gagner plus d'argent. Je voulais toujours plus de choses, plus d'objets, plus de propriétés. Je suis devenue avide. J'ai donc décidé qu'il y avait une autre façon de gagner de l'argent. Une façon moins honnête, mais tout aussi efficace. Je pourrais essayer de devenir croqueuse de diamants. Je sais, quelle idée terrible, mais à l'époque, je cherchais désespérément à gagner plus d'argent. Et en plus, il y avait beaucoup d'amis riches sur mon lieu de travail.
Il y avait tellement d'opportunités pour obtenir de l'argent de leur part, alors j'ai décidé de les saisir. D'abord, j'ai décidé de m'entraîner avec un de mes collègues. En fait, j'ai cherché en ligne comment devenir une croqueuse de diamants. Et on m'a répondu qu'il fallait les séduire. Soyez séduisantes, riez à leurs blagues, même si elles ne sont pas drôles, et assurez-vous d'être vraiment aimable s'ils vous achètent quelque chose, afin de les entraîner à vous en racheter. Comme un animal, pour ainsi dire. Mon premier entraînement s'est fait avec un ami qui s'appelle Tony. Il n'était pas vraiment riche, mais il était bien loti, plus riche que moi au moins. Un jour, je me suis approchée de lui et je l'ai complimenté sur sa cravate. « C'est vraiment une jolie cravate. Tu es trop mignon comme ça. » J'ai souri en battant mes cils. « Oh, merci Lola. Elle est plutôt bon marché. Je l'ai eue dans un vide-grenier, a-t-il répondu. C'était mon signal. J'ai commencé à rire. Beaucoup même si cette blague était vraiment mauvaise. Et Tony semblait tout embarrassé. Mais il me regardait différemment maintenant. Et je croyais l'avoir sous la main. Après ça, c'était facile comme bonjour. Je l'ai invité à sortir. Nous avons eu plusieurs rendez-vous et finalement, il a commencé à m'acheter des cadeaux. D'abord un bouquet de fleurs, puis des bijoux. Ensuite, nous allions en vacances ensemble. Je vivais la belle vie. En fait, je n'aimais pas vraiment Tony. Il était assez ennuyeux, mais j'aimais son argent. Alors j'étais d'accord pour sacrifier ma vie romantique si cela signifiait que je pouvais avoir plus d'argent. Mais ensuite, Tony a voulu m'épouser. Maintenant, comme je l'ai dit, Tony n'était pas super riche. Il n'était que légèrement au-dessus de la moyenne. Et j'avais déjà planifié ma prochaine action. J'allais me lancer dans la plus grosse du lot, le plus riche des plus riches. Mon patron. Le truc, c'est que mon patron, Michael, avait déjà une petite amie à ce moment-là, donc j'avais besoin de mettre en place un plan pour les séparer. Et j'avais une bonne idée de la façon dont je pouvais faire ça. Vous voyez, la petite amie de mon patron et moi, nous ressemblons beaucoup. Nous avons les mêmes cheveux bruns, la même taille, les mêmes yeux noirs. Nos deux noms commencent par un L, le mien Lola et elle s'appelle Lily. Quoi qu'il en soit, j'avais créé un plan pour le faire accuser d'avoir trompé Michael. Et elle allait embrasser mon petit ami, Tony. Ça vous paraît déroutant? Laissez-moi vous montrer comment j'ai fait. D'abord, j'ai installé une caméra dans une pièce de la maison de Tony pendant son absence. Ensuite, j'ai demandé à Tony de venir dans la pièce. Avant ça, Lily avait rendu visite à mon patron au travail et elle avait laissé sa veste derrière elle. Je l'ai volée et je la porte maintenant. Puis j'ai soudain embrassé Tony. Les caméras enregistrent tout. Après m'être assurée que j'avais pris suffisamment de photos, j'ai poussé Tony et je suis partie sans un mot de plus. Il était tellement confus. Mais je suppose qu'il était encore un peu étourdi par ce baiser soudain. Je suis rentrée chez moi, j'ai sauté sur un ordinateur et j'ai commencé à retoucher les photos. J'ai utilisé un programme qui pouvait fusionner les visages simultanément et j'ai récupéré une photo de Lily que j'ai fusionnée avec une photo de moi, de sorte qu'à la fin, on pouvait voir qu'elle embrassait Tony et que ce n'était pas moi qui l'embrassais. Puis j'ai écrit un mail pour l'envoyer à Michael. Voici ce qui est écrit. Michael, bonjour, c'est Lola, votre assistante. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais j'ai surpris votre petite amie Lily en train de vous tromper. Vous vous demandez peut-être comment je le sais. Je le sais parce qu'elle me trompe avec mon petit ami Tony. J'ai joint quelques photos d'eux, s'embrassant. Je les ai surpris en train de s'embrasser quand je suis entrée dans la pièce et comme j'avais mon téléphone sur moi, j'ai immédiatement pris quelques photos comme preuve. J'ai pensé qu'il valait mieux que vous sachiez. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais voulez-vous qu'on se retrouve demain pour prendre un café? On pourrait avoir une petite discussion? Salutations chaleureuses, Lola. Le plan était en marche. Michael a répondu quelques minutes plus tard en disant qu'il était choqué et qu'il était content que je lui en parle. Il a dit qu'il serait heureux de me retrouver pour prendre un café. Le lendemain, il m'a dit qu'il avait confronté Lily à ce sujet. Elle a fait semblant que ça ne s'était pas passé, a dit Michael. Et quand je lui ai montré les photos, elle a quand même dit que ça ne s'était pas passé, même si la preuve était là. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que Lily était la bonne. Ne vous inquiétez pas, Michael, lui dis-je, en lui souriant avec mon sourire le plus charmeur. Vous trouverez quelqu'un de nouveau, plus tôt que vous ne le pensez. Je l'ai vu rougir et j'ai su que je l'avais dans la poche. Très vite, nous sommes sortis ensemble. Il a vite oublié Lola et il me faisait toutes sortes de cadeaux. Les choses se passaient bien, il était plutôt sympa aussi et je crois que je l'aimais bien aussi. Puis est arrivée la phase suivante de mon plan. J'avais besoin de l'épouser. J'ai continué à lui faire comprendre que je voulais me marier très bientôt. Et puis nous avons eu un dîner romantique dans un restaurant chic où j'étais presque sûre qu'il allait se mettre à genoux. Et bien sûr, il l'a fait. J'ai dit oui immédiatement. Mais ensuite quelqu'un est apparu à notre table et mon plan a été ruiné. C'était Lily. « Michael, dit-elle, n'épouse pas cette menteuse. J'ai été accusée de t'avoir trompé. » Quoi? Michael était tellement choqué. « Ne l'écoute pas, Michael. Fais-moi confiance, lui ai-je dit. » Mais ensuite, Lily a sorti une photo et j'ai su que le jeu était fini. « Regarde, »
Lily a montré l'image à Michael. Cette photo a été retouchée. Et tu vois cette cicatrice ici, sur la main de cette personne. Je n'ai pas cette cicatrice. Elle a soudain saisi ma main. Mais Lola, si. Michael, s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Lola m'a piégée. Eh bien, c'était ça alors. Michael était furieux contre moi et il a immédiatement retiré la bague de mon doigt et m'a dit que c'était fini. Michael et Lily se sont remis ensemble. Bien sûr, j'ai été renvoyée de mon travail et je suis maintenant très pauvre. J'imagine que mon plan pour piéger un milliardaire, afin qu'il m'épouse, s'est retourné contre moi. Je suis pauvre, mais j'ai de l'espoir. Je trouverai un moyen de gagner de l'argent à nouveau. J'étais l'enfant rêvé de tous les parents. Quand j'étais bébé, je ne pleurais que si j'avais faim ou si j'étais fatiguée. Parfois, mes parents ouvraient la porte de ma chambre pour me trouver dans mon berceau en train de rire de rien. Ils ont toujours trouvé ça bizarre. Mais ils appréciaient ça. Ils ne perdaient jamais le sommeil et ne se disputaient jamais pour savoir qui devait se réveiller pour me nourrir. Ma mère et mon père croyaient qu'en grandissant, je commençais à avoir des amis imaginaires. À table, je demandais toujours à ses amis s'ils voulaient quelque chose à manger. Je ne me suis jamais sentie seule. J'avais toujours une conversation avec quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas voir. Mais avant de continuer, si vous voulez 5 ans de bonne chance, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ça fonctionne vraiment. Mes amis n'étaient pas du tout imaginaires pour moi. Celui à qui je parlais le plus était un garçon qui s'appelait Paul. Il semblait avoir à peu près mon âge. Nous parlions de tout et jouions pendant des heures. Mes parents faisaient semblant de reconnaître Paul pour que je sois presque certain que tout le monde puisse le voir aussi. Mais j'ai toujours trouvé étrange que personne d'autre ne puisse le voir et qu'il ne mangeait jamais ou n'allait jamais aux toilettes. Nous aimions beaucoup les mêmes choses et il riait souvent quand nous regardions la télévision parce que selon lui, à mon époque, nous n'avions pas cette étrange boîte avec les gens à l'intérieur. Je me suis toujours demandé ce qu'il voulait dire. Mes parents ont réalisé que j'avais une maladie avant moi. Je jouais dehors quand j'ai rencontré une dame assise dans notre jardin. Elle tricotait et fredonnait et tout de suite, je me suis sentie à l'aise avec elle, comme si je l'avais connue toute ma vie. « Bonjour, qui êtes-vous » lui ai-je dit. Elle m'a regardée et a souri. « Oh Kelly, je suis ta grand-mère. Peux-tu dire à ta mère que j'ai laissé quelque chose pour elle dans le dernier tiroir de la coiffeuse de sa chambre ?»« Pourquoi ne viens-tu pas à l'intérieur pour lui parler ?» lui ai-je demandé. Eh bien, ils ne peuvent pas me voir. Elle a continué à sourire et à tricoter, et je me suis précipitée pour le dire à ma mère. « Maman, grand-mère a dit qu'elle avait laissé quelque chose pour toi dans le tiroir du bas de ta coiffeuse, » lui ai-je dit. « Grand-mère, tu vas bien, ma chérie? Où l'as-tu vue » demanda-t-elle. « Elle est assise dans le jardin, en train de tricoter, » lui ai-je répondu. « Arrête tes jeux idiots, » a commencé ma mère, puis on dirait qu'elle s'est arrêtée pour réfléchir un moment. « Tu peux me dire à quoi elle ressemblait, Kelly ?» demanda-t-elle. « Eh bien, elle a un visage rond et amical et un beau sourire. Elle n'avait pas l'air aussi vieille que les grand-mères normales. Elle portait une robe bleue et violette et elle avait une voix gentille. Oh, et elle sentait la cannelle, » ai-je répondu. Ma mère avait l'air choquée et j'aurais juré que ses yeux commençaient à se remplir de larmes. Plus tard, je l'ai entendue parler à mon père dans leur chambre. Elle l'a parfaitement décrite et on aurait dit qu'elle portait sa robe préférée, la bleue et la violette. Je suis allée fouiller le dernier tiroir de la coiffeuse et j'ai trouvé un médaillon que je croyais avoir perdu. Regarde, quand tu ouvres le médaillon, tu peux voir une photo de ma mère et moi. C'est mon bien le plus précieux. Mon père n'a rien dit pendant un certain temps, puis il a dit « Eh bien, j'ai entendu parler d'enfants qui ont des expériences surnaturelles. » Tu penses qu'on devrait essayer de lui expliquer ou de l'aider ? Ma mère n'a rien dit. Je ne savais même pas ce que signifiait « surnaturel ». Je suis partie et je suis allée jouer aux dames avec Paul. Beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai découvert qu'aucun de mes 4 grands-parents n'était vivant. Je n'ai vraiment réalisé que lorsque j'avais environ 12 ans que j'avais un trouble. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais trouvé ça étrange, mais Paul avait gardé le même âge. Il était encore un petit garçon et j'étais plus grande que lui. Cela ne semblait pas le déranger et nous étions toujours les meilleurs amis. Quoi qu'il en soit, un après-midi, je rentrais à la maison après l'école avec quelques filles de ma classe. Une des filles, Jasmine, a eu une idée. « Et pourquoi ne pas prendre un chemin différent aujourd'hui ? J'en ai marre de la même vieille marche. Je connais un autre chemin pour rentrer à la maison, » a-t-elle dit. Nous étions toutes d'accord et nous l'avions suivie. Alors que nous marchions, j'ai remarqué un cimetière au loin. Je n'y étais jamais allée auparavant, mais je les avais vus à la télévision. En nous approchant, j'ai remarqué de nombreux ballons et des gens souriants. Il y avait aussi de la musique et de la danse. « Hé, les amis, on dirait qu'il y a une fête là-bas. Vous voulez aller voir ?» j'ai demandé. « Où ça ?» a demandé Jasmine. J'ai montré du doigt le cimetière et elles se sont toutes mises à rire. « Il n'y a rien là-bas. Bien joué, Kelly !» Jasmine a ri. Je pensais que c'était elle qui plaisantait avec moi parce que je ne comprenais pas comment elle ne pouvait pas le voir aussi.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai décidé de prendre une photo pour conserver cet étrange souvenir. Cependant, lorsque j'ai regardé dans la galerie pour voir la photo que j'avais sauvegardée, le cimetière semblait complètement vide. Je ne comprends pas ça. Je vois des gens là-bas, mais je ne les vois pas sur la photo. J'ai dit, comme si je voulais pleurer, parce qu'honnêtement, c'est ce que j'ai fait. J'étais vraiment confuse. On ne voit vraiment rien là-bas, et c'est vraiment un endroit bizarre pour voir des gens ou pour faire la fête. Pourquoi les gens feraient la fête dans un cimetière? Peut-être qu'on peut voir des morts. Jasmine rit. Je me suis figée pendant un moment. Et si je le pouvais vraiment? Je vais aller là-bas et leur parler, je leur ai dit. Non! Ont crié les filles et m'ont éloignée jusqu'à ce que nous soyons loin du cimetière. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, j'ai eu une longue conversation avec Paul. Je lui ai raconté ce que j'avais vu au cimetière et ce que mes amis avaient dit. Tu ne savais pas que j'étais mort? M'a-t-il demandé. Quoi? Lui ai-je répondu. Eh bien, regarde-moi. Je ne me change pas, je ne mange pas, je ne grandis pas. Je suis mort d'une fièvre en 1865. A-t-il dit. Il m'a fallu un certain temps pour saisir pleinement la réalité de mes capacités. Quand je me suis sentie plus à l'aise, j'ai commencé à m'en vanter. Je me suis tellement vantée auprès de mes amis qu'un jour Jasmine a eu une suggestion folle. Kelly, si tu peux vraiment parler aux morts, pourquoi ne pas t'introduire dans le manoir hanté en bas de la rue? La maison à laquelle elle faisait référence était déserte depuis des années. Une famille aurait été assassinée et personne n'aurait voulu s'en approcher. Je savais que ce serait probablement une expérience folle pour moi, mais j'ai accepté de le faire. J'ai retrouvé mes amies un samedi après-midi et nous avons marché jusqu'à la maison. Elles sont toutes restées dehors, l'air inquiète. « Allez-vous toutes m'obliger à y aller toute seule ?» ai-je demandé. « Ok, nous viendrons, mais nous resterons très près de la porte. » Jasmine a répondu. Les filles m'ont accompagnée jusqu'à l'entrée. La porte n'était pas verrouillée, alors je l'ai ouverte et je suis entrée. « Oh, ça a l'air horrible ici !» Jasmine a gloussé. Mais je n'ai rien vu d'horrible. La maison avait l'air très propre, moderne et même luxueuse. J'ai vu des femmes de chambre monter et descendre les escaliers. Certaines polissaient les rampes d'escalier et d'autres nettoyaient les sols. J'ai continué à entrer et un homme m'a tapé sur l'épaule. Il était vêtu d'un costume noir et ressemblait à un majordome. « Comment puis-je vous aider, ma chère? Es-tu perdue ?» dit-il. Non, je ne pensais pas que quelqu'un vivait ici. Je suis désolée, lui ai-je répondu. Eh bien, ne soyez pas désolée. Pourquoi ne venez-vous pas parler à madame Bentley? Elle est propriétaire de cette maison, mais elle est souvent très seule, car personne ne vient jamais lui rendre visite, a-t-il dit. Bien sûr, je lui ai répondu avec hésitation. Je me suis retournée vers mes amies qui avaient l'air inquiètes et j'ai compris qu'elles ne voyaient qu'une vieille maison vide. Je leur ai dit que je revenais tout de suite et j'ai suivi le majordome. Il m'a conduit dans un salon très confortable et une vieille dame très gentille était assise dans un fauteuil en se balançant d'avant en arrière. « Salut ma chère, je suis si heureuse que quelqu'un soit enfin venu me rendre visite, » a-t-elle dit. Elle avait l'air très amicale, alors nous avons parlé pendant un long moment. Elle m'a dit qu'elle était infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle est morte paisiblement dans sa maison. « Et toutes ces histoires sur cette maison hantée par un étrange assassinat ?» lui ai-je demandé. « Je ne sais rien de tout ça. Je suppose que les gens ont tout inventé, » a-t-elle répondu. Je me suis soudain rappelé que mes amis m'attendaient toujours. Je l'ai remercié pour son hospitalité et lui ai dit que je reviendrais lui rendre visite. « Waouh, tu es si courageuse! Tu es entrée dans cette chambre noire et tu y es restée si longtemps. On a failli t'y laisser, » dit Jasmine. « Je ne vois aucune obscurité du tout. Cet endroit est incroyable. Les gens sont si amicaux, » lui ai-je répondu. Ils m'ont juste regardé avec leurs yeux grands ouverts. En grandissant, j'ai commencé à utiliser mes capacités pour m'aider tout au long de ma vie. Paul m'a beaucoup aidée. Je me souviens du premier petit ami que j'ai eu au lycée. Il s'appelait Rick et je pensais qu'il était la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, mais je ne lui ai jamais dit la vérité sur ma rare condition. Un jour, j'ai commencé à soupçonner qu'il voyait quelqu'un d'autre parce que j'avais trouvé des barrettes à cheveux brillantes dans son sac à dos. J'ai demandé à Paul de le suivre et d'enquêter pour moi. Paul a découvert que Rick voyait vraiment quelqu'un d'autre. Il les a surpris en train d'aller au cinéma ensemble et ils se sont même embrassés. Quand j'en ai parlé à Rick, il était choqué et totalement effrayé que je connaisse tous les détails. Mais ce n'était pas la fin. J'ai demandé à Paul de le suivre chez lui plusieurs fois et de jeter des objets dans la chambre pendant son sommeil pour le faire flipper. C'est comme ça que j'ai eu ma revanche. Après cela, j'ai continué à demander à Paul de m'aider à découvrir les personnes avec lesquelles je me suis mise en couple. Il a toujours été d'une grande aide. J'allais toujours rendre visite à madame Bentley aussi, mais je m'assurais que personne ne regardait quand j'entrais dans la maison. Je ne voulais pas acquérir la réputation d'une fille bizarre qui s'introduit dans des maisons abandonnées. Je lui parlais plus que je ne parlais à mes propres parents. Elle m'a toujours donné de bons conseils et une bonne orientation car ma vie était extrêmement confuse.
Un après-midi, elle m'a vraiment aidé à découvrir ce que je voulais devenir dans la vie. Je crois que tout le monde devrait utiliser ses forces et ses capacités pour le bien. Vous avez une capacité que la plupart des gens n'ont pas. Que pouvez-vous faire pour aider le monde ? A-t-elle déclaré. Je me suis assise et j'ai réfléchi pendant un moment, puis ça m'a frappée. Je serais une grande enquêtrice criminelle. Je pourrais parler aux victimes de meurtres et découvrir ce qui s'est passé exactement. Je serais alors capable de poursuivre leurs meurtriers en justice. Après le lycée, j'ai décidé de faire une majeure en justice pénale et en sciences médico-légales à l'université. Aujourd'hui, je suis l'une des meilleures enquêtrices du pays. Personne d'autre que moi ne sait vraiment comment et pourquoi je suis si douée dans mon travail. Mais c'est génial! Cela me plaît comme ça. J'aime faire la différence et poursuivre d'horribles criminels en justice. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Quand j'étais une petite fille, j'étais super folle des garçons. J'étais cette fille qui poursuivait les garçons dans la cour de récréation en essayant de les embrasser, en faisant semblant qu'ils ne s'enfuyaient pas. Je m'écrivais des lettres d'amour et les montrais à mes amis en disant qu'un admirateur secret les mettait dans ma boîte à lettres. Je ne voulais pas affronter la réalité, que j'étais plutôt bizarre et que les garçons ne s'intéressaient pas à moi. Toutes mes amies avaient des petits copains dès leur plus jeune âge, mais les garçons m'ignoraient. Cependant, cela a changé lorsque j'ai fait une marche qui a changé ma vie. Mais avant de continuer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Ça nous aide beaucoup. Après une longue journée passée à être ignorée par tous mes béguins, ouais, il y en avait plusieurs, j'ai décidé de prendre le long chemin du retour, parce que je ne voulais pas que ma mère me voie pleurer. Le long chemin du retour passait par une forêt. Je marchais le long du chemin, sautant sur les monticules de feuilles mortes, quand quelque chose dans l'air a changé, et j'ai frissonné. J'ai eu un peu peur. Je veux dire que je n'étais qu'une petite fille avec des nattes qui se promenait seule dans la forêt, mais j'ai continué à marcher en pensant « Maman va être furieuse si je rentre trop tard !» J'ai continué à marcher en soulevant des feuilles, quand j'ai soudain donné un coup de pied dans quelque chose de légèrement plus dur, mais pas assez pour être confondu avec une pierre. C'était un livre, un vieux livre boueux relié en cuir. Il y avait quelque chose de magnétique. Je l'ai pris et j'ai regardé sur la couverture et au dos, à la recherche d'un nom. À l'époque, j'étais habituée à ce que chaque livre porte le nom de quelqu'un ou à la fin, car c'est ce que nous faisions à l'école. Il n'y avait pas de nom. Alors j'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un l'avait laissé tomber. Il n'y avait personne autour. J'ai rapidement ouvert mon petit sac à dos rose et j'y ai glissé le livre. J'avais l'impression de commettre un crime. Mais j'étais absolument ravie. J'ai sauté chez moi heureuse comme un poisson dans l'eau. En rentrant chez moi, je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai caché le livre au fond de mon armoire. Je ne voulais pas que ma mère sache que j'avais ramassé quelque chose dans la forêt. Je voulais y jeter un autre coup d'œil après le dîner. Mais j'ai tout oublié. Des années plus tard, j'ai commencé le lycée. J'ai oublié le vieux livre et j'avais bien d'autres choses en tête. Parmi le travail scolaire et les soucis habituels au lycée, je m'inquiétais d'être la seule de mon groupe d'amis à n'avoir jamais fréquenté quelqu'un. Je me demandais tous les jours où était mon maquillage, parce que j'avais toujours l'air d'une petite marginale maladroite. J'avais des béguins tout le temps, et je leur parlais même en essayant de tirer mon cou, mais ils ne me donnaient jamais l'heure. J'étais maladroite, j'avais une mauvaise posture, et je me dandinais comme un pingouin au lieu de marcher comme un être humain normal. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas non plus. Un jour, j'ai eu le cœur brisé parce qu'un autre de mes béguins avait commencé à sortir avec quelqu'un. Il sortait avec une fille magnifique qui n'était pas seulement éblouissante, mais aussi super intelligente et sociable. Je l'avais toujours enviée parce qu'elle avait les plus beaux vêtements et qu'elle était incroyablement élégante. Je suis rentrée chez moi en pleurant et j'ai fouillé dans mon placard, essayant de trouver des vêtements aussi élégants que les siens, mais sachant que c'était sans espoir. J'avais un style terrible. En fouillant dans le fond de mon placard, j'ai touché quelque chose qui m'a donné une petite décharge statique. J'ai tressailli, mais j'ai tendu la main pour la retirer. C'était le livre! Soudain, le souvenir de l'avoir trouvé m'est revenu en mémoire. J'ai remarqué qu'il y avait un cœur à l'avant, gravé dans le cuir. J'ai ouvert la première page et ça disait « Instructions ». Je les ai lues et j'ai rapidement compris l'essentiel. Elle disait que c'était un livre magique. Tout ce que vous y écrivez se réalise, à condition de le ressentir. D'y croire et de l'écrire, en détail. Le livre disait que je devais écrire une entrée de journal détaillé en utilisant le prénom et le nom de famille. Plus il y a de détails, mieux c'est. Et j'ai vidé mon cœur. Le lendemain, je suis allée à l'école tout habillée en attendant que mon journal se réalise. Je suis entrée en biologie et j'ai pris mon siège au fond, comme toujours. La petite amie de mon béguin est entrée, mais il n'était nulle part en vue. Jusqu'ici, tout va bien, ai-je pensé. Dès que mes professeurs ont commencé à parler, mon coup de foudre a fait irruption par la porte et a couru vers moi, au fond de la classe. Tout le monde était trop choqué pour dire un mot. Il s'est agenouillé juste en face de moi et a pris une de mes mains dans la sienne. Il l'a embrassée doucement avant de commencer à me confesser son amour éternel pour moi. Il a dit chaque mot exactement comme je l'avais écrit la nuit précédente. J'étais aux anges.
mais un peu mal à l'aise car je n'avais pas réalisé à quel point tout ce que j'avais écrit était ringard. Le reste de la journée et celles qui suivirent furent pleines de ragots à l'école. Est-ce que l'un des gars les plus populaires de l'école vient vraiment de larguer l'une des filles les plus parfaites pour la geek du fond de la classe? Oui, il l'a fait. Si vous aviez ce journal magique au pouvoir illimité, l'utiliseriez-vous pour changer votre vie? Si vous avez dit non, vous mentez très probablement. J'ai tout changé, de mon apparence à mon niveau d'athlétisme. Je n'ai pas complètement changé mon apparence. Ce n'était pas comme si je m'étais donné un tout nouveau visage. J'ai juste corrigé quelques petites choses comme mes gros sourcils touffus et mes dents jaunes. Je me suis rendue super bonne en sport, élégante et populaire. J'étais toujours moi-même, mais les choses que les gens trouvaient bizarres, ils les trouvaient maintenant excentriques et mignonnes. Dès que j'ai découvert que le journal était authentique, j'ai fait une liste de tous les garçons pour lesquels j'avais eu le béguin. Le problème, c'est que lorsque j'ai appris à les connaître, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de l'engouement que j'avais créé dans ma tête. Alors je me suis lassée et je les ai laissés tomber. Ça semble cruel, je sais, mais ce n'était pas comme ça. J'ai écrit les ruptures de façon à ce que nous perdions tous les deux l'intérêt et que nous soyons d'accord pour dire que ce serait mieux si nous rompions, mais que nous restions amis et en super bons termes, parce que ce sont des gens super cool. Une fois que je les ai eus, les garçons n'étaient plus mon centre d'intérêt. Je me souciais plus de l'école et des amis. J'ai eu l'opportunité de vivre pleinement ma vie et je l'ai fait. J'étais dans l'équipe de basket des filles. J'étais l'une des meilleures joueuses, alors ils m'envoyaient toujours au match des autres écoles. Un jeu particulier était très différent des autres. J'ai conduit avec mon équipe et celle des garçons dans un énorme bus et nous avons tous couru dans la salle polyvalente qui était le gymnase. L'équipe des filles et celle des garçons avaient un match contre nos rivaux ce jour-là. Avant le début du match, nous nous sommes échauffés et avons discuté un peu. J'ai remarqué que des filles de notre équipe ricanaient dans un coin. Et quand j'ai regardé dans la direction où elles regardaient, je me suis transformée en une flaque d'eau. Le plus beau type que j'avais jamais vu s'étirait sur l'autre terrain et faisait des paniers de temps en temps. Toutes les filles de mon équipe se pâmaient et les filles de l'autre équipe nous regardaient fixement. J'étais distraite pendant notre match. Ce garçon était tellement bien que je ne pouvais pas me concentrer, mais cela ne veut pas dire que j'ai mal joué. Mon équipe a quand même gagné, bien sûr. J'avais écrit sur notre victoire la nuit précédente. Je voulais tellement savoir le nom de ce type, mais je savais que si je demandais à l'autre équipe, il mentirait et je me retrouverais avec quelqu'un d'autre, follement amoureux de moi. Leur entraîneur ne l'appelait que par son nom de famille, Smith. C'est bien ma chance, je ne connaissais que son nom de famille et c'était un nom si commun. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pris une douche pour réfléchir à ce que je devais faire. Peut-être que je pourrais essayer de le trouver sur les médias sociaux. Non, trop stalker. Peut-être que je pourrais me faufiler dans son école et trouver son dossier scolaire. Encore plus stalker. J'ai finalement décidé d'utiliser son nom de famille et d'espérer le meilleur. Grosse erreur. J'ai écrit dans mon journal que Smith et moi nous sommes rencontrés dans la rue et qu'il ne pouvait pas me quitter des yeux. Mais quand je suis sortie le lendemain, au moins 12 hommes de tout âge ne pouvaient pas me quitter des yeux. Je voulais ramper dans un trou et me cacher. Je suis arrivée à l'école pour trouver exactement la même chose. Une bande de gars qui me fixaient. Je n'avais jamais réalisé combien de personnes dans mon école avaient le nom de famille Smith. Mon partenaire de laboratoire, qui ne m'a jamais vraiment dit grand-chose à part des trucs liés à l'école, était soudainement sur moi, me demandant si j'avais un petit ami et quelles fleurs je voulais pour notre mariage. J'étais presque entièrement à l'intérieur de mon casier pour essayer de me cacher après ce cours, quand j'ai entendu mon nom prononcé par l'interphone, m'appelant au bureau principal. Quand je suis arrivée, la secrétaire de l'école m'a dit d'aller dans le bureau du conseiller scolaire. Je suis entrée et il m'a dit de m'asseoir. « Salut Tessa, je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu allais. » Il a dit, mais il avait une voix bien différente de celle que j'avais entendue. Il s'est assis sur son bureau bizarrement près de moi. « Je vais bien, monsieur. » J'ai coupé court quand j'ai réalisé quel était son nom de famille. Smith. J'avais vraiment tout gâché. Je me suis excusée en disant que j'avais mal au ventre. Il a proposé de me soigner dans son bureau, et je ne vais pas mentir, ça m'a vraiment donné mal au ventre. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher, et je me suis précipitée dans ma chambre dès que je suis rentrée. J'ai plongé dans mon placard et j'ai sorti le livre. Avant, sa vue était excitante. Cela signifiait que ma vie changeait pour le mieux. Mais maintenant, je savais ce qui se passait quand je faisais des erreurs, et je voulais que cela disparaisse de ma vue. J'ai pris le livre et l'ai mis dans mon sac à dos. J'ai marché vers la forêt, pas trop vite car je ne voulais pas que quelqu'un portant le nom famille Smith me voie. Quand je suis entrée dans la forêt, j'ai senti l'air se refroidir et j'ai eu la chair de poule. J'ai traversé les feuilles mortes, mais je me suis figée quand j'ai entendu un autre craquement juste derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu le conseiller scolaire qui se tenait maladroitement au milieu de la forêt, se faisant remarquer dans son costume bon marché qu'il refusait apparemment d'enlever. « Tu as dit que tu avais mal au ventre, a-t-il marmonné. Tu m'as menti.
Monsieur Smith, je peux expliquer. J'ai commencé en feuilletant frénétiquement le livre, mais je n'arrivais pas à trouver la page où je me trouvais. Monsieur Smith s'est mis à marcher d'un pas rapide vers moi, et quand je me suis mise à courir, il a fait de même. Il venait de me saisir brutalement le bras. Quand j'ai trouvé la page et réussi à l'arracher, Monsieur Smith a lâché mon bras, et son visage est devenu vide. J'ai déchiré la page en petits morceaux, et il est devenu le Monsieur Smith qu'il avait toujours été. Il regarda autour de lui, et fut confus de se trouver dans une forêt. Il ne m'a pas remarqué, et a marché en direction de l'école. J'ai soupiré de soulagement et j'ai jeté le vieux livre miteux dans un buisson où je pensais qu'il était bien caché. Les semaines ont passé et je n'ai pas regretté de m'être débarrassée de ce satané livre. J'étais excitée parce que l'équipe des garçons avait un match de basket un jour, dans notre gymnase. Cela signifiait que je pouvais aller regarder avec mes amis et ces matchs étaient toujours très amusants. J'étais assise dans les gradins quand je me suis à nouveau transformée en flaque d'eau. Smith venait d'entrer, portant son maillot de basket. Je ne savais pas que le match était contre son équipe. Je l'ai regardé, et seulement lui pendant tout le match. Et j'étais sûre que je n'étais pas la seule. Je ne sais pas comment, mais dès la fin du match, j'étais sur mes pieds, et je marchais vers lui. Il me tournait le dos, alors je lui ai tapé sur l'épaule. Et je me suis présentée. À ma grande surprise, il m'a reconnue. Il a même dit qu'il voulait m'aborder lors du dernier match, mais qu'il était trop timide pour le faire. On a fait des plans, et on a traîné après l'école, et on n'a pas arrêté de parler depuis. Il s'avère que je n'avais pas besoin de magie pour qu'il m'aime. Je devais juste aller le voir et lui parler.